On est réunis ce matin et je vous en remercie pour parler des sociétés cotées, des femmes et de la crise sanitaire. Trois thèmes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir a priori, mais pourquoi? C'est parce que il y a deux événements qui se sont télescopés en termes de calendrier cette année, comme vous savez. D'une part, un environnement légal et réglementaire qui faisait que les sociétés étaient très encouragées à accueillir davantage de femmes dans ce qu'on appelait leurs instances dirigeantes. C'est la version du Code AFEP-MEDEF de janvier 2020. Et d'autre part, on a connu depuis j'allais dire depuis mars, mais peut-être même depuis janvier, la crise sanitaire, cet environnement. Les sociétés cotées ont mené des actions spécifiques, soit de philanthropie, de générosité, ou de façon financière de réduction ou de suppression de dividendes, et également de renoncement à des rémunérations de dirigeants ou d'administrateurs. Nous avons essayé d'une part de faire le point sur la façon dont les sociétés avaient commencé à appliquer ces recommandations du Code AFEP-MEDEF qui, rappelons-le, ne seront obligatoires qu'à partir de l'année prochaine. Faire le point sur la composition des instances dirigeantes exécutives ou non exécutives, et puis faire le point sur le fait de savoir s'il y a des corrélations entre le comportement des sociétés cotées pendant la crise et le degré de féminisation de leurs instances dirigeantes. Tout cela, bien sûr, pour se préparer à l'année prochaine, où on anticipe à la fois l'entrée en vigueur obligatoire de ces féminisations à marche forcée et à la fois aussi, malheureusement, une poursuite de la crise. Alors, ce matin, vous êtes presque une centaine à vous être inscrits. Beaucoup d'entre vous, à peu près la moitié, sont déjà abonnés à l'Hebdo des âgés, donc je ne vous présenterai pas qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, en deux mots, l'Hebdo des âgés, ça s'appelle comme ça parce qu'au départ, c'était une newsletter hebdomadaire qui parlait des assemblées générales de sociétés cotées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, mais on a gardé notre nom d'origine. Et on a gardé notre ADN de départ qui est de permettre à chaque entreprise d'accéder aux meilleures pratiques de place en termes de gouvernance, de communication entre sociétés cotées et actionnaires. Et quand on parle de pratique, c'est bien le vécu de la gouvernance auquel on fait référence. On se déplace quand c'est en présentiel, on assiste en direct quand c'est en virtuel à tous les événements des sociétés cotées avec leurs actionnaires, que ce soit des assemblées, des réunions de résultats, des Investor Day. On a 12 ans d'historique, on a 3500 utilisateurs, on est totalement digitaux, avec un site, un feed Twitter, une page LinkedIn, une chaîne YouTube. On rassemble des données par société qu'on capte nous-mêmes, comme je vous le disais, tous les jours, toute l'année. On a construit le seul moteur de recherche sur les questions d'actionnaires, parce que sinon, vous savez bien qu'elles partent en fumée. Alors, quand les événements ne sont pas enregistrés, elles partent encore plus en fumée, mais même quand ils sont enregistrés, bien souvent, les sociétés coupent les questions d'actionnaires ou coupent une partie des questions d'actionnaires. On analyse les ordres du jour, on publie les comptes rendus, on interviewe des invités, on publie également des focus sur des thèmes d'actualité. On a une académie de formation. On a construit la première base de benchmark. On appelle ça une base de benchmark parce que c'est un peu plus qu'une base de données. C'est une base de données qui permet de comparer à peu près ce que vous voulez avec ce que vous voulez au sein de notre univers. Et entre lundi et jeudi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro allumé et si c'est possible de le mettre sur mute. Je me suis permis de le couper. Voilà. Et enfin,
Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Oui, notre univers pour les personnes qui nous voient pour la première fois, c'est le CAC All Tradable, c'est-à-dire ce sont les sociétés, les 295 sociétés cotées qui composent à la fois l'indice CAC 40 pour le premier 40, le reste du SBF 120, c'est ce que nous appelons, nous, le Next 80. Et ensuite, euh, les sociétés plus petites, les 295 moins 120, 175 sociétés plus petites, qui nous permet du coup d'avoir un éventail de la gouvernance et de son application très divers. Moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de l'Hebdo des âgés. Autour de moi, bien évidemment, il y a une équipe et on est tous là ce matin pour répondre à vos questions. Je croyais que c'était 295 de tête, excusez-moi, c'est 292. Ça varie très souvent, ça varie tous les 2-3 mois environ, cet indice est révisé. Ça varie entre 275 et 300. Vous voyez que on présente ici aussi nos codes couleurs. En jaune, c'est le CAC 40. Vous voyez que dans le CAC 40, il y a des sociétés parisiennes en majorité, mais il y a aussi des sociétés en région. On pense bien évidemment notamment à Michelin. Il y a des sociétés de droit étranger qui sont dans le CAC 40. On pense bien évidemment à Airbus. Le Next 80, ce sont les sociétés. C'est un vocable qui nous est propre. C'est ainsi que nous désignons les sociétés qui sont dans le SBF 120, mais pas dans le CAC 40. Et puis, le Next++, ce sont les sociétés qui sont dans le CAC All Tradable, mais pas dans les deux premières parties. Et là, vous voyez que la partie en région est plus importante. Il y a un tiers du CAC All Tradable, du Next++ qui est en région. Ce sont des sociétés qui sont dans toutes les régions de France et que nous sommes les seuls à suivre du point de vue de la gouvernance et de la communication avec leurs actionnaires. Et je dois dire que pour les assemblées de ce printemps, elles ont été extrêmement innovantes et beaucoup plus nombreuses à mettre en place des chats en direct, des moyens d'informer leurs actionnaires que dans la moyenne des sociétés les plus grandes. Alors ce matin, quels enseignements tirons-nous de cette coïncidence dans le temps entre la mise en œuvre du code AFEP-MEDEF et de la crise sanitaire? Alors d'abord, vous avez une grande photo, parce que pour moi, c'est un des exemples d'initiatives féminines très emblématiques de cette année. C'est Ilham Kadri, directrice générale de Solvay, administratrice de L'Oréal depuis cette année, et bien toute responsabilité encore. Ilham Kadri a insisté au cœur de la crise sur l'enseignement positif qu'on en tirait et sur lequel il fallait construire, c'est la création d'un lien. Je crois que tous les dirigeants, et comme les dirigeantes, ont prêté extrêmement d'attention à la protection de leurs salariés. Pendant la période du premier confinement où se sont tenues beaucoup d'assemblées générales, quand ils devaient prendre la parole, commençaient toujours par s'enquérir de la santé de la personne en face et de ses proches. L'attention à l'autre a été au cœur de cette saison du premier semestre. La création du lien et la projection vers l'avenir de tout ce que ça nous a apporté, c'est quelque chose qu'Ilham Kadri a été la première à formaliser et ça nous a beaucoup marqué. Alors, je vous propose ce matin d'aborder 7 sujets. Le premier, c'est un état des lieux sur la part des femmes au conseil et la part des femmes au comité exécutif au 1er décembre 2020, c'est-à-dire on a recompté hier. Deuxième sujet, c'est
qu'annoncent les sociétés pour l'avenir en la matière, par exemple les objectifs de féminisation du COMEX, et puis pour projeter ce qui va se passer dans les conseils d'administration, un des indices qu'on a, c'est la part de femmes dans les candidats administrateurs ou administratrices. Troisième sujet, c'est le fait que les sociétés ont profité de l'intégration de femmes pour remettre à plat les profils de leur conseil d'administration et de leur comité exécutif. Et en même temps qu'elles ont intégré des femmes, elles ont choisi des femmes plus internationales que leurs confrères masculins. Elles ont également rajeuni leurs instances de gouvernance en intégrant des femmes. Mais les femmes ont moins de responsabilités, elles n'ont pas les postes de premier plan, que ce soit au conseil d'administration ou au comité exécutif. Conséquence logique de ce décalage de responsabilité, elles ont moins de rémunération. Donc là, j'insiste, c'est le fait qu'elles ont moins de responsabilités qui induit le fait qu'elles ont moins de rémunération à responsabilité équivalente. Les salaires sont désormais presque équivalents. Et on verra qu'on va vous présenter des analyses par secteur, par zone géographique, par taille d'entreprise. On verra qu'il y a des axes structurants qui montrent notamment que c'est un concept. Enfin, on va étudier ensemble les corrélations ou les absences de corrélation entre les actions des entreprises pendant la crise sanitaire et la suspension de dividendes, la suppression éventuellement à l'extrême des dividendes, les réductions de rémunération, et puis la part de féminisation, soit du comité exécutif, soit du conseil d'administration, soit des deux. Encore une fois, à chaque fois, je vous propose de vous passer la parole. Alors là, voilà, c'est peut-être là. Excusez-moi, je n'arrive pas à passer le slide suivant. Hop. Alors, premier constat, c'est l'état des lieux. Aujourd'hui, on a 42% de femmes dans les conseils d'administration de sociétés cotées en France et 22% dans leur comité exécutif. Alors, vous vous rappelez, on va aborder ce point d'ailleurs, que dans le code AFEP-MEDEF, qui est recommandé en 2021, c'est d'avoir un objectif de féminisation des instances dirigeantes. On ne dit pas quelles sont les instances dirigeantes. On a construit nos statistiques sur les... Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bruit d'arrière-plan? Est-ce que la personne pourrait couper son micro, s'il vous plaît? On a construit nos statistiques sur les comités exécutifs parce que ça nous a paru l'instance la plus facile à comparer parce que à peu près toutes les sociétés ont un comité exécutif. 42%, c'est plus que la loi. Vous vous souvenez que la loi Copé-Zimmermann, c'est 40%. Et 22%, c'est un état des lieux. Il n'y a pas, comme vous le savez, de recommandation du code en la matière. On se rend compte que plus les entreprises sont grandes, plus elles sont mixtes, ou petit clin d'œil, peut-être que plus elles sont mixtes, plus elles sont grandes. Vous voyez que dans le CAC 40, on a 45% de femmes dans les conseils d'administration. Détail aussi méthodologique, nous comptons tous les administrateurs au dénominateur. Vous savez qu'il y a certains modes de calcul où on enlève les administrateurs salariés du dénominateur pour calculer le pourcentage de féminisation. Donc là, on a mis au dénominateur tous les administrateurs, y compris les administrateurs salariés, et au numérateur, tous les administrateurs, y compris les administrateurs salariés. Vous voyez que clairement, plus les sociétés sont grandes, plus elles ont intégré de femmes dans leurs instances dirigeantes. En termes de secteur d'activité, vous voyez que alors sur la gauche, avec des carrés pleins, c'est le conseil d'administration, et sur la droite, avec des carrés assurés, c'est le comité exécutif. Vous voyez que c'est pas parce que un secteur, comme par exemple les matières premières,
est très féminisé dans son conseil d'administration, matière première, c'est par exemple l'air liquide, qu'il va être féminisé dans son comité exécutif. Et inversement, c'est pas parce qu'un secteur comme les télécoms est relativement peu féminisé dans son conseil d'administration qu'il ne veut pas l'être au comité exécutif. La logique, enfin les deux ne vont pas forcément de pair, ce qui nous fait penser que c'est encore une situation en mutation, ce qui est bien normal. Les entreprises étrangères comptent davantage de femmes opérationnelles. Donc les entreprises étrangères cotées en France, hein, bien sûr, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Vous voyez qu'elles ont 21% de femmes dans les comités exécutifs, Paris-Île-de-France 24%, 15% en région. On pourrait se dire qu'il y a davantage de femmes opérationnelles à Paris qu'en région. Gardons à l'esprit le slide précédent, enfin l'antépénultième slide. On voit que aussi les sociétés du CAC 40 sont plus fréquemment à Paris et il y a plus de femmes au comité exécutif des sociétés du CAC 40 que dans les entreprises plus petites. Donc, il y a, en même temps qu'un effet géographique, certainement un effet de taille. On voit en revanche que on a un effet concret de l'illustration de l'efficacité de la loi Copé-Zimmermann, c'est que pour les sociétés étrangères qui n'étaient pas obligées d'intégrer des femmes dans leur conseil d'administration, le conseil est presque exclusivement masculin, alors que pour les sociétés de droit français qui ont été à un moment donné obligées, mais bien sûr maintenant elles le font proactivement, le cap des 40% de femmes a été franchi depuis longtemps et même souvent dépassé. Je vais vous donner la parole avant de passer au chapitre suivant qui est sur à quoi s'attendre là-dessus pour 2021. Alors, si vous voulez poser une question, je vous propose simplement d'activer votre micro s'il est sur mute et de poser votre question. Pas de questions à ce stade? Pas de questions. On continue. Alors, la mixité est en marche. 34 sociétés ont déjà publié des objectifs de féminisation des instances dirigeantes. Alors, pour ceux qui étaient avec nous le 7 juillet pour le bilan des assemblées générales qui ont déjà tenues, on était à 21 à ce moment-là. Vous avez en tête que beaucoup d'assemblées qui habituellement se tiennent avant le 30 juin se sont tenues cette année au mois de septembre. Et ces assemblées ont fait monter le score de 21 à 34. Il y a eu beaucoup d'objectifs de féminisation annoncés au mois de septembre. Vous voyez qu'il y a 18 entreprises du CAC 40, 13 du Next 80, 3 dans le Next++. Et ce qui est très intéressant, je trouve, en termes de message, c'est que autant dans les objectifs qui étaient annoncés au premier semestre, on était plutôt sur des ordres de grandeur de 20 à 25% à horizon 2022-2023, suivant les entreprises. Autant là, on est clairement à 30%. C'est-à-dire que les sociétés qui ont parlé en septembre, qui sont plutôt des sociétés plus petites, les sociétés du CAC 40 se sont plutôt exprimées avant le 30 juin. Les sociétés plus petites sont plus ambitieuses en termes de féminisation de leurs instances dirigeantes et on converge pour l'instant, il n'y a que 34 sociétés qui ont parlé, vers un 30%, mais il y a plusieurs sociétés qui ont un objectif de 50%. Petit bémol, le périmètre reste encore flou. Peut-être que le code dans une prochaine version précisera qu'est-ce qu'on entend par instance dirigeante.
Certaines sociétés parlent de femmes managers, femmes dans les comités de direction, femmes cadres dirigeantes. Le périmètre est flou, ce qui rend les comparaisons difficiles. Donc nous, le pourcentage qu'on mesure, c'est sur le comité exécutif, mais on ne peut pas tellement rapprocher facilement le pourcentage que nous, on mesure, parce que on a besoin de mesurer quelque chose de comparable d'une société à l'autre, avec ce objectif de 30%, parce que on n'a aucun moyen de dire si les femmes managers et le comité exécutif, c'est la même chose. On a plusieurs sociétés également, j'ai en tête Veolia, il y en a d'autres qui ont fixé plusieurs objectifs, plusieurs scores par plusieurs strates d'instances dirigeantes, plusieurs objectifs de féminisation différentes, mais on ne sait pas exactement aujourd'hui comparer d'une société à l'autre. Autre bémol, autant la mixité est en marche concernant le comité exécutif, autant sur le conseil d'administration, on s'attend maintenant à un reflux. Donc vous vous souvenez qu'on part de 42% en moyenne. Un indicateur pour prévoir l'avenir, c'est de regarder les candidats et candidates administrateurs qui ont été élus cette année. Voyez que si on regarde par indice à la gauche de votre écran, c'est moins de la moitié des candidats qui sont des candidates. Si on regarde par secteur d'activité, c'est uniquement dans le pétrole et gaz et dans les télécoms qu'on n'a plus des candidats qui sont des candidates. Et si on regarde par région, c'est moins de la moitié partout et encore plus dans les sociétés de droit étranger. Donc on s'attend à ce que, sauf arithmétiquement à une réduction drastique du nombre de sièges d'administrateurs, on s'attend arithmétiquement à ce que ce 42% de femmes dans les conseils cette année se réduise pour la saison prochaine. Je vous donne la parole pour voir si vous avez des questions là-dessus. Pas de questions? J'espère que c'est pas parce que j'espère que je vois bien vos questions. Alors, les femmes ont des profils plus internationaux parce que je pense que les sociétés pour recruter des femmes administrateurs ou comités exécutifs pour féminiser leur gouvernance, ont profité de cette occasion pour faire des job descriptions plus formelles, notamment quand elles devaient s'adresser à des chasseurs de tête. Et en même temps qu'elles ont intégré des femmes, elles ont intégré plus internationales, et on va le voir aussi, rajeunir leur gouvernance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en conseil, c'est sur la gauche de votre écran, comme en comité exécutif, les femmes sont plus internationales. Vous voyez que parmi les femmes administrateurs ou administratrices, 22% sont de nationalité étrangère, contre 17% chez les hommes administrateurs. Et parmi les femmes membres de comités exécutifs, 30% sont internationales, enfin de nationalité étrangère, contre 24% chez les hommes. Donc on a en même temps que cette mise en œuvre de la diversité de genre, une mise en œuvre de la diversité des géographiques. Alors là, on vous fait une illustration par indice aussi. Donc, vous vous rappelez nos codes couleurs. Jaune, c'est CAC 40. Violet ou bordeaux, c'est Next 80. Et vert, c'est Next++. Donc là, c'est le pourcentage de femmes de nationalité étrangère dans le conseil d'administration. Donc, vous voyez que les sociétés du CAC 40 ont presque la moitié donc pour mémoire, elles ont 43% de femmes dans le conseil, et dans ces 43%, on a 41% qui sont de nationalité étrangère, contre 26% chez les hommes. Donc elles ont vraiment apporté cette diversité
géographiques au conseil. Pareil pour les comités exécutifs. On a bien souvent des femmes patronnes de région, notamment. C'est un des postes les plus confiés aux femmes internationales. Même phénomène dans le comité exécutif des sociétés du Next 80, moins marqué au niveau du conseil. Et en revanche, c'est intéressant de voir que le phénomène ne s'observe pas quand on parle de sociétés plus petites. Les sociétés plus petites internationalisent leurs instances dirigeantes, mais pas nécessairement en cumulant le recrutement d'une femme avec le recrutement d'un profil international. En termes de secteur, alors si vous voulez, on vous présentera la totalité des secteurs, mais là, on illustre uniquement les secteurs qui sont les plus extrêmes. Les secteurs des matières premières, à la gouvernance la plus internationale et la plus féminine à la fois. Alors, on a rapproché, vous voyez, pour que la comparaison soit plus simple. Donc, en plein, c'est les conseils, en hachurie, c'est les comités exécutifs. Donc, dans le secteur des matières premières, 24% des administrateurs sont non français et 43% des administratrices. Et 17% des membres de comités exécutifs hommes et 28% des comités exécutifs femmes. C'est le secteur qui a le plus joué la carte de je recrute une femme, j'en profite pour que ce soit une femme étrangère. Et les services consommateurs, donc les services consommateurs, c'est par exemple le retail, c'est ceux qui ont le moins joué cette carte. Donc vous voyez le même raisonnement. Il y a beaucoup moins d'écart et les femmes déjà sont moins présentes vous l'avez vu sur les slides du début, les femmes sont moins présentes dans les instances dirigeantes et en même temps, elles sont moins internationales. Là, on a illustré les deux secteurs extrêmes, bien évidemment. Comme vous le savez, on suit la classification ICB où il y a 10 secteurs. Et si vous le souhaitez tout à l'heure, je peux vous présenter les 10 secteurs en détail. En termes de géographie, Paris-Île-de-France a également beaucoup joué cette carte. Encore une fois, on a l'explication, à mon sens, l'explication principale, c'est non pas que les Parisiens jouent plus cette carte, c'est parce qu'à Paris, il y a davantage de sociétés du CAC 40 qu'ailleurs et qu'elles ont davantage joué cette carte. Et vous voyez si on va à la droite de votre écran, dans les sociétés étrangères cotées à Paris, mais c'est un peu normal que dans les sociétés étrangères, on ait davantage de femmes non françaises. Il y a beaucoup plus de femmes non françaises, à la fois au comité exécutif et au conseil. Alors, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez... Alors, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des commentaires? Je vois... Ah non, c'est que vous voulez la présentation, mais je ne vois pas... Alors, je continue. Donc, attendez. Si, bonjour Anne Dumège. Oui. Je regarde un peu ces résultats et je me demande s'il y a des corrélations aussi justement entre la performance de ces entreprises par rapport justement au pourcentage de féminisation des COMEX et des conseils d'administration, en particulier quand je vois justement les entreprises étrangères qui sont basées en France qui ont moins joué le jeu. Est-ce que justement vous avez pu établir des corrélations ou pas? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça et je me demandais si vous aviez pu faire l'analyse aussi. Merci.
Alors, on a fait l'analyse sur les cours de bourse, sur les résultats et sur les annonces de chiffre d'affaires. On l'a fait au moment des résultats semestriels. On a trouvé que c'était pas très. Il y avait de tels écarts de performance liés au secteur que c'était pas encore probant. On a vu des corrélations, mais en termes de il y avait davantage de corrélations à l'intérieur d'un secteur entre entreprises du même secteur que suivant le taux de féminisation. Mais je pense aussi que c'est parce que le premier semestre a été extrêmement brutal pour beaucoup d'entreprises. Et que du coup, si vous prenez par exemple le secteur aérien, oui, Air France est beaucoup plus féminisé qu'Airbus, par exemple, mais les performances, la performance et la chute du chiffre d'affaires et de la performance économique et des cours de bourse, c'est du même ordre. Donc, c'est pour ça on n'a pas trouvé ça probant pour l'instant. On va refaire cette analyse au moment des résultats annuels. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, en termes, par exemple, les investisseurs ISR regardent beaucoup les taux de féminisation parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur le fait que le pourcentage de femmes au comité exécutif était corrélé à la performance économique. On n'a pas encore de recul sur les instances dirigeantes et puis cette année, les résultats économiques sont pas représentatifs, je pense, du rythme de croisière des sociétés. C'est pour ça qu'on a préféré regarder la réaction par rapport à la crise. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, totalement. Bénédicte, vous me permettez, c'est Viviane de Beaufort. Viviane, bonjour. De l'ESSEC. Oui, je voulais aller dans votre sens. Il me semble que ce phénomène de féminisation des COMEX CODIR est extrêmement jeune, en dehors même d'un phénomène de crise qui bouleverse totalement les choses et les donnes sectorielles, et que oser dire qu'on fait des corrélations en tant que chercheur, moi ça me choque, donc je suis vraiment à fond pour votre démarche, on va dire, prudente. Le seul repère que j'ai trouvé et qui date d'un moment, c'est une étude qui a été faite, mais sur 8 ans pour arriver à des choses un peu fondées aux États-Unis, qui établissait un lien entre la féminisation on va dire, de la place des femmes dirigeantes, que ce soit dans les conseils d'administration ou leur équivalent des boards, des COMEX, mais qui a été menée sur 8 ans et qui effectivement arrivait à une corrélation assez intéressante, tous secteurs confondus. Il me semble qu'en France, bien sûr que cet argument-là, on doit l'avoir en tête, mais c'est sans doute pas aujourd'hui celui-là qu'on doit utiliser pour réfléchir à la question de la féminisation des COMEX CODIR, parce que je crois que c'est trop tôt et que ça serait utiliser les chiffres de manière, en leur tordant un peu le bras. Voilà, c'est un peu ma posture de chercheur et ça n'engage rien à l'engagement sur la question. Merci. Merci Viviane. Mais vous verrez tout à l'heure quand on va étudier les réactions face à la crise. Oui. On observe des choses structurantes. Différentes, oui, sans doute. Mais parce qu'on regarde la crise de cette année particulièrement. C'est-à-dire qu'on regarde… Oui, dans son immédiateté. Oui. Voilà, c'est ça. Je pense effectivement, si on regarde par rapport à un événement, on trouve des choses structurantes et donc des enseignements pour la prochaine crise. Ouais. Merci. Est-ce qu'avant de parler de rajeunissement, on a d'autres questions? Donc, alors, on continue de toute façon. On a du temps. Alors, donc de la même façon que les conseils ont remis à plat leur portrait robot de l'administrateur idéal et ont choisi d'internationaliser en même temps qu'ils recrutaient un directeur financier ou un administrateur,
on a intégré des personnes plus jeunes. Alors, je pense que c'est... alors, évidemment, je n'arrive pas à passer le slide suivant. Voilà. Évidemment, ça va de pair avec un autre phénomène qui est que dans les conseils d'administration, les sociétés cherchent de plus en plus à intégrer des personnes actives, au sens qui ont une autre activité que l'activité d'administrateur. Après un mouvement de professionnalisation de la fonction d'administrateur indépendant, c'est-à-dire qu'il y a environ 10 ans, on allait dans le sens du métier d'administrateur indépendant. Depuis 5 ans, la plupart des sociétés sont revenues de cela et préfèrent avoir un administrateur, une administratrice indépendant, qui est une autre profession. Donc, ce qui veut dire qui est plus jeune, forcément. Et ça permet de rajeunir les conseils. Ça, c'est pour la gauche de votre écran. Donc, le 61, c'est en année, 61 ans en moyenne pour les hommes, 56 ans en moyenne pour les femmes. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en code couleur, le bleu pâle, c'est quand on prend l'ensemble de notre panel du CACOL Tradable. Et dans les comités exécutifs, c'est un autre phénomène. C'est que je pense que le fait d'aspirer vers le haut des femmes, on constate qu'aujourd'hui, les femmes qui sont en haut de la pyramide ont débuté au même âge que les hommes, mais sont souvent allées plus vite en termes de plan de carrière. Je ne sais pas si vous voulez faire une remarque là-dessus avant qu'on passe au sujet plus épineux des responsabilités et donc des écarts de rémunération. Anne-Jeanne, je suis étonnée par ce chiffre-là qui montre que les femmes arrivent plus jeunes en haut de la pyramide, parce que justement, des remarques qui sont souvent faites, c'est que les femmes peuvent être promues plus tard parce qu'elles ont des enfants et que donc elles attendent souvent d'être plus libérées de leurs tâches familiales pour être promues. Il y a eu beaucoup de discussions pour dire qu'il faudrait retirer les seuils d'âge quand il y a des recrutements à des postes hiérarchiques, pour justement ne pas pénaliser les femmes. Donc, je suis étonnée de voir ce résultat de femmes plus jeunes en moyenne dans les COMEX. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans mon... Oui, tout à fait, Annie. Ça veut dire que c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants et que du coup, elles ont pu grimper à toute allure. Ou, vous voyez, ça rentre en contradiction avec les propos qui étaient tenus antérieurement. Avec certains propos, oui, tout à fait. Alors, je trouve, et je m'en réjouis personnellement, qu'il y a de plus en plus de femmes dans les comités exécutifs qui ont une vie personnelle, des enfants, plusieurs enfants, et qui montrent, comme les hommes, que c'est possible, que je fais partie des personnes qui sont aussi convaincues que les papas s'occupent autant de leurs enfants. Donc pour moi, le fait d'avoir un enfant n'est pas un frein de carrière. Ce que je pense pour réconcilier ce que vous dites, que j'ai aussi beaucoup entendu, et ce que nous avons observé dans les chiffres, c'est que les comités exécutifs, c'est une toute petite partie de l'entreprise et des postes hiérarchiques. Un comité exécutif, c'est entre 12 et 15 personnes sur souvent plusieurs dizaines de milliers. Donc c'est pas forcément... ça serait intéressant. Peut-être que si vous voulez, on peut faire cette analyse et vous revenir dans quelques jours. Est-ce que les femmes qui sont actuellement dans les comités exécutifs de notre échantillon ont eu des interruptions de carrière pour maternité? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais ce qui est tout à fait possible, c'est que ce soit du coup qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose et que pour promouvoir une femme à un poste de responsabilité, est-ce qu'il faudrait ou pas défalquer ses années de maternité? C'est pas forcément contradictoire avec le comité exécutif qui est un tout petit groupe. Pour moi, je sais pas ce que vous pensez de ce point de vue. Oui, non, c'est possible, oui. Oui. Non, c'était juste Et, un et on va, étonnement, quoi. et on va voir aussi que dans les slides suivants que les femmes arrivent plus vite que les hommes dans ces instances ultimes. Mais au sein des instances ultimes, il y a plusieurs fauteuils, plus ou moins intéressants, plus ou moins valorisés, et que pour l'instant, elles n'ont pas les premiers fauteuils. Alors peut-être que quand elles arriveront à 59 ans, elles les auront. Il faut espérer. Je passe à ce sujet-là, et puis bien sûr, on reviendra là-dessus. Brigitte, vous vouliez poser une question? Non, j'ai eu l'impression. Alors voilà un slide qui est un constat un peu qui vient tempérer ce qu'on a dit avant. Oui, il y a de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration. Oui, il y a de plus en plus de femmes dans les comités exécutifs. Oui, elles apportent beaucoup plus que leur diversité de genre. Elles apportent un vent international et un air plus jeune, mais elles n'ont pas les premières places. Alors là, on parle des conseils d'administration sur ce slide. Donc, on parle des présidents non exécutifs, des PDG et puis des DG qui sont conseils d'administration. Comme vous savez, tous les DG ne sont pas administrateurs. Alors, le constat dans le CAC 40, c'est 1. Le constat dans le Next 80, c'est 8. Le constat dans le Next++, c'est 7. Et vous voyez, tout ça, c'est sur 292 entreprises. Donc, oui, les instances sont en train de se féminiser, mais pour l'instant, on n'a pas d'égalité aux premières places encore. Si on parle du comité exécutif, alors là, on a buté sur le fait que le comité exécutif, comme vous le savez, n'est pas une instance normée et encore moins les noms des rôles à l'intérieur du comité exécutif. On a, alors, comme choix méthodologique, on a fait 2 choses. D'une part, on a assimilé comité exécutif et directoire pour les sociétés à conseil de surveillance directoire. On a assimilé président du directoire à DG. CFO, directeur financier, en général, c'est assez, le vocable est assez normé. Et puis, directeur ou directrice des ressources humaines, c'est aussi assez normé. Et ensuite, on a regroupé les autres postes parce que là, la typologie et la sémantique étaient trop hétérogènes pour qu'on puisse, faire des comparaisons. Alors là, donc dans les comités exécutifs, vous voyez que 3% des hommes sont PDG, 1% des femmes. Vous voyez que directeurs généraux, 33% des hommes. Directeur financier, c'est un poste qui est plus souvent confié à des femmes. Et si vous prenez les 3 premiers postes, PDG, DG ou directeur financier, aujourd'hui, ça reste les postes les plus valorisés. Bien sûr, les DRH font souvent partie des comités exécutifs. Bien sûr, les opérationnels font très souvent partie des comités exécutifs. Bien sûr, les responsables de RSE font de plus en plus souvent partie. Les directeurs, directrices de communication aussi font plus souvent partie.
Mais en termes d'incontournable et aussi en termes de niveau de rémunération, les postes les plus valorisés sont les 3 premiers que vous avez là sur la gauche. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça reflète, est-ce que ça rejoint votre vécu, vos observations? Je peux, Bénédicte, c'est Viviane de Beaufort à Oui. nouveau. Ouais. J'espère que je vais choquer personne, mais je fais un raisonnement que j'avais fait au moment de la montée des femmes dans les conseils d'administration au début. On disait qu'elles n'avaient pas les premiers postes, notamment les présidences de comités, etc. Et ça ne me choquait pas tant que ça parce qu'il y a quand même un phénomène d'apprentissage. Et je pense là aussi qu'il faudrait regarder, je dirais, à 3 ans pour ces nouvelles nominées, comment elles ont évolué. Parce que dans les COMEX CODIR aussi, il peut y avoir ce réflexe de les intégrer, de leur faire prendre le temps de comprendre les règles du jeu et de prendre toute leur place. Et en revanche, il faut être vigilant. Viviane, moi, il y a quelqu'un qui a un micro, que la personne peut couper. Oui, bonjour Stéphane, je pense que tu es occupé. Eh bien, écoute, si on arrive à s'appeler à... Viviane, c'est l'autre Viviane. Ah. Viviane de Beaufort? Alors, on a perdu les 2 Viviane. Ok, en fait, j'ai fermé mon micro parce que je pensais qu'on m'avait écouté. C'est Viviane de Beaufort. Voilà. Je répète, Bénédicte, très vite ou... Non, c'est on a entendu. On a entendu, c'est juste que l'autre Viviane Nether a dit quelque chose, oui. Voilà. Je sais pas. Ok, je me tais, je me tais. Non, Viviane de Beaufort, allez-y. Ok, je disais que je ne suis pas choquée, comme je ne l'avais pas été au moment de la première montée des femmes sur les conseils d'administration, sur le fait que des femmes dans les COMEX CODIR n'occupent pas les toutes premières places dès le départ. Parce que l'idée, et ça s'est avéré vrai, puisque maintenant on a au conseil d'administration des femmes qui ont pas mal de postes de président, de commission, de comités, voire maintenant des recrutements directs. Moi, j'en ai eu 3 ou 4 à des demandes carrément de présidente donc du conseil. Et donc, il me semblait qu'il allait se passer la même chose, un phénomène d'apprentissage, comme si on les intègre, on leur laisse prendre leur place. En revanche, il faudra être vigilante sur le fait qu'elles prennent effectivement toute leur place à 3 ans, je dirais, qui est peut-être un bon espace-temps pour voir comment ça se passe. Mais voilà, mais ça n'engage que moi et je ne veux choquer personne. Oui, je sais pas. Je dirais que moi, personnellement, ça ne me choque pas. Maintenant, on est quand même assez loin de l'égalité aujourd'hui. Mais bon, je dirais que c'est plus un constat qu'on a aujourd'hui, un point zéro, et effectivement, c'est quelque chose qu'on suivra. C'est quelque chose qu'on suivra, par exemple, dans 6 mois. Déjà, on pourra faire un premier point. On se rend compte, nous qui suivons ça tous les jours, les nominations, on se rend compte que les comités exécutifs changent énormément. Et comme on est dans une période malheureusement de crise et d'instabilité, on peut s'attendre à ce que les comités exécutifs continuent à changer très vite. Et ça sera intéressant de faire un point dans 6 mois sur ce slide. Conséquence logique, les femmes sont moins bien rémunérées. Alors, on n'a pas comparé poste à poste. Ça, je dirais que les chasseurs de tête ont des statistiques beaucoup plus fines que les nôtres là-dessus. On a comparé les rémunérations moyennes d'une administratrice par rapport à un administrateur et puis d'une membre du COMEX par rapport à un membre du COMEX. Et on voit que l'écart, c'est à 40 à 50% parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes.
Donc, l'enjeu de l'apprentissage, il est important, Viviane, parce que vous voyez, sur le conseil, oui, il y a des femmes présidentes de comités d'audit, mais il n'y a pas beaucoup de femmes présidentes. Il y en a, comme vous dites, hein, on a en tête Anne-Marie Couder, Sophie Bellon, on en a. Mais on n'a pas, on a des femmes PDG, mais justement, on les compte tellement sur les doigts de la main qu'on a, voilà, Christelle Bory, Stéphane Pallez, pour celles qui me viennent à l'esprit là tout de suite, on les compte tellement sur les doigts de la main que ça explique que en moyenne, la rémunération, c'est presque de 1 à 2, et on a le même phénomène sur le comité exécutif, encore une fois, parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes. C'est d'autant plus fort que les entreprises sont grandes. Donc là, vous voyez, c'est le CAC 40. Visuellement, vous voyez que plus on réduit la taille d'entreprise, là c'est le Next 80, plus les écarts se réduisent. Et je vais vous montrer un slide qui va vous surprendre. Donc ça, c'est les entreprises du Next++. C'est qu'à l'étranger, alors les entreprises de droit étranger cotées en France, qui sont une partie de notre échantillon, à l'étranger, on n'a pas du tout ce phénomène. On est à parité en termes de rémunération, on est en parité en termes de responsabilité, voire on a un léger avantage pour les femmes. Donc ça, c'est ce qui me fait penser, Viviane, qu'on a peut-être un travers français où on a mis plus de temps à ouvrir les portes aux femmes, alors que les sociétés qui sont de droit étranger à Paris, c'est des sociétés qui sont, pour les plus grandes, néerlandaises ou anglaises ou suisses, et pour les plus petites, luxembourgeoises dans les grandes. Oui. Et puis, pour les plus petites, on a pas mal de sociétés du Next++ de droit étranger qui sont belges ou suisses, allemandes également. Donc, on a des sociétés de droit étranger de différents pays, et on voit que pour ces sociétés-là, les écarts de rémunération et de responsabilité sont beaucoup moins forts. Il n'y a pas tant de femmes que ça au poste de première responsabilité, c'est-à-dire PDG ou DG, mais il y a beaucoup de femmes directrices financières, par exemple. Et c'est donc, je suis votre point sur le fait que c'est un phénomène en évolution, donc qui demande à être suivi et à se donner un rendez-vous dans 6 mois, et puis peut-être tous les 6 mois pendant 2-3 ans. Mais j'observe qu'à l'étranger, les femmes ont démarré plus tôt. Mais tout à fait, tout à fait. On est en retard, il faut mettre la 5e. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce sujet rémunération? Non, pas pour l'instant. Alors, comment les femmes avec les sociétés avec des instances de direction plus féminines ont géré la crise? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a observé ce que les sociétés ont fait pendant la crise. Alors, elles ont d'une part eu des actions de générosité et de philanthropie massives, soit avec des dons de masques, des dons de respirateurs, des soutiens financiers à certains de leurs salariés, des dons en numéraire à des associations ou à des fondations. Ça a été le premier axe de réaction. D'un point de vue financier, elles ont pris des décisions sur leurs dividendes, soit en réduction, soit en suppression, soit en maintien.
Et puis, elles ont pris des décisions sur la rémunération de leurs dirigeants ou de leurs administrateurs, ou les deux. On a fait une première analyse sur la corrélation entre ce que j'appellerais la générosité, la philanthropie et le taux de féminisation. On a regardé la corrélation avec le taux de féminisation du conseil, du comité exécutif, l'existence ou pas d'un objectif de féminisation des instances dirigeantes, et puis un quatrième axe qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la féminisation, mais qui est un indice d'une aspiration sociétale forte, qui est l'existence d'une raison d'être ou d'une entreprise à mission, au sens voté dans les statuts. On s'est rendu compte que sur le premier volet d'initiative qu'on a regardé, qui est tout ce qui est lié à la philanthropie, la féminisation n'a absolument aucun impact. C'est-à-dire que les entreprises gérées par des hommes sont tout aussi généreuses que les entreprises gérées par des femmes ont été tout aussi généreuses et proactives pendant cette crise. En revanche, quand il s'agit de comportements par rapport aux dividendes et aux rémunérations, on a observé des différences et on voudrait les partager avec vous. Alors, vous voyez, donc là, ce sont les 4 axes sur lesquels on a mesuré des corrélations. Au centre du losange, vous voyez en plus sombre le profil moyen des sociétés de notre échantillon de 292 sociétés. Donc, pour mémoire, c'est 42% de femmes au conseil, 22% de femmes au COMEX, 7% qui ont voté une raison d'être et 34 sur 292, je ne me souviens plus de combien de pourcents ça fait, qui ont fixé un objectif de féminisation des instances dirigeantes. On observe très nettement que les sociétés qui ont réduit les dividendes sans les supprimer ont un profil de féminisation bien supérieur. Donc, on peut se dire qu'il y a une corrélation. Ça ne veut pas dire que c'est une explication. Aujourd'hui, on observe simplement une corrélation. Et cette observation nous paraît d'autant plus intéressante que c'est pas le cas quand on regarde, c'est pas autant le cas quand on regarde la suppression des dividendes. Si je vous repasse le slide d'avant, vous voyez en termes de profil, les sociétés les plus féminines en termes d'instances dirigeantes ont radicalement réduit les dividendes. Elles ont plus souvent que les autres coupé les dividendes, mais elles ont souvent préféré la solution intermédiaire de réduction plutôt que de coupe radicale. Et sur les sujets de rémunération, oui, les sociétés qui ont davantage de féminisation ont plus souvent que les autres réduit les rémunérations de leurs dirigeants ou de leurs administrateurs ou des deux, le plus souvent des deux. Mais ce n'est pas aussi flagrant que la réduction des dividendes. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement de ce constat? Et encore une fois, comme l'a souligné Viviane, ce n'est pas sur 6 mois. Là, c'est l'observation d'une analyse de comportement pendant la crise. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour le printemps prochain? En se disant que le printemps prochain, au mieux, on va être juste en sortie de la crise. Au pire, si le vaccin met un peu de temps à être administré à tout le monde, on va vivre un printemps encore en crise, avec peut-être encore des situations difficiles. On peut se dire que les sociétés qui ont davantage de femmes dans leurs instances dirigeantes ont eu un rôle
ont essayé de chercher un juste milieu entre toutes les parties prenantes parce que réduire les dividendes et ne pas les supprimer, c'est aussi écouter l'intérêt de l'actionnaire et toute la réaction en chaîne économique que signifie une suppression de dividendes. C'est prendre en compte les différents points de vue. Alors, est-ce que le fait d'avoir davantage de femmes dans ces instances contribue à prendre en compte des points de vue contradictoires et essayer de trouver un juste milieu? Sur le sujet des rémunérations, on va être au printemps 2021 en train d'une part de statuer sur les réductions de rémunération qui se sont opérées en 2020. Et puis, on va devoir proposer, l'ensemble des sociétés de la place vont devoir proposer des rémunérations pour l'année 2021 et des politiques revues après une année pour la plupart des sociétés catastrophiques et des grandes tensions économiques. Donc, on voit ici que le fait que les sociétés, sans qu'on puisse établir un lien de cause à effet, on observe que plus les sociétés sont féminisées, plus elles sont enclines à réduire les rémunérations et à faire elles-mêmes des efforts là-dessus. Donc là, voilà, ce qui n'est encore une fois que des observations, c'est l'observation de corrélation, ce ne sont pas des liens de cause à effet encore. Je pense que ça demande à être réobservé dans le temps. Mais ça nous a semblé extrêmement intéressant et un élément de réflexion préparatoire intéressant pour la saison prochaine. Mais là-dessus, je veux bien vous écouter. Bénédicte, j'ai une question, moi. Oui. C'est Viviane de Beaufort. Encore, je la ramène tout le temps, désolée. Je suis très intéressée par ce sujet. Merci. En fait, c'est une question très bête. Les banques ont eu interdiction de distribuer des dividendes. Elles sont assez nombreuses dans les grandes boîtes françaises et elles sont assez féminisées, enfin largement féminisées par rapport à d'autres secteurs. Est-ce que ça peut fausser la donne du constat ou c'est pas incident? Mais c'est vraiment une question qui me vient comme ça. Hein. Ben certainement, ça rentre dans cette statistique. Ça veut dire que si on enlève les banques, si on enlève les banques pour lesquelles peut-être c'était imposé, mais si vous vous rappelez les discours des différentes banques, vous avez eu un discours comme BNP qui clairement a annoncé qu'il était très contre cette mesure et qui donnait rendez-vous en septembre pour peut-être, à l'époque, on était en avril, et c'était possible, la possibilité avait été donnée aux banques de donner rendez-vous en septembre, et si en septembre tout est derrière nous, on pourra envisager de verser un dividende. Donc, clairement, pendant l'Assemblée, le directeur général s'est exprimé pour dire qu'il était très contre cette mesure. Ça fait, oui. Et puis à l'autre extrémité, vous avez Crédit Agricole qui a dit qu'il était favorable à cette mesure de solidarité. Donc, je ne sais pas si, par exemple, Crédit Agricole avait eu le choix, peut-être qu'il aurait quand même supprimé le dividende. Donc, je ne sais pas si on peut généraliser les banques, mais en tout cas, si, par exemple, on sortait les banques de l'échantillon, là, ça veut dire que il faudrait refaire ce losange. Je peux le refaire circuler aux membres de ce groupe une fois qu'on l'aura recalculé. On peut s'attendre, comme effectivement les banques sont assez féminisées, on peut s'attendre à ce que l'effet soit encore plus flagrant. C'était juste une idée, hein, parce que les chercheurs ont avoir un impact. Sorti de nulle part. Bien sûr, mais je m'étais dit que c'était intéressant de triturer l'échantillon pour voir comme ça. Oui, mais tout à fait. On l'a fait depuis un mois dans tous les sens.
Effectivement, et il ne faut pas essayer de chercher des liens de cause à effet là où il n'y en a pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des observations. Alors, Jean-Pierre veut poser une question aussi, mais c'est ça. Mais je ne mettrai pas non plus toutes les banques dans le même, D'accord, ok. dans la même catégorie, encore une fois. Merci. Ouais. Jean-Pierre, vous vouliez poser une question? Il faudra enlever votre micro, en fait. Alors, je ne sais pas. Alors, attends. Je veux bien poser, Martine Collonge, je veux bien. Oui, Martine. Oui. Bonjour. Simplement sur la rémunération des administrateurs, c'est extrêmement intéressant, mais je voudrais amener un petit bémol. Les rémunérations des administrateurs dans des sociétés cotées, mais qui font plus partie du CAC All Trade et qui ont des rémunérations annuelles nettes qui sont inférieures à 10 000 euros. Ça, c'est pas, personne n'a parlé de la baisse des rémunérations des administrateurs assez souvent. Je pense que ça dépend énormément de la taille de la rémunération des administrateurs. Je ne sais pas, bien entendu, ça serait beaucoup trop fin pour vous de faire ce calcul. Si, on l'a fait aussi. Voilà. Là, vous voulez parler des réductions de rémunération pendant la crise, c'est ça? Effectivement, ça n'a pas été un sujet à partir du moment où, j'allais dire, ça n'était pas significatif par rapport à, et ça ne donnait pas de message vis-à-vis des salariés ou même de la direction générale et des COMEX. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Moi, j'ai vu plusieurs cas où c'était important de dire alors ça n'a pas été une réduction de rémunération, mais ça a été important de dire le conseil s'est réuni, par exemple, c'est pas rare les conseils qui sont réunis pendant tous les 15 jours entre mi-mars et fin juin ou fin mai. Alors que d'habitude, il y a un seul conseil pendant cette période, et qui ont dit, pour ces conseils additionnels, on ne se fait pas rémunérer. Donc, ça ne se verra pas à la fin, parce que ça veut dire qu'ils auront la même rémunération sur 2020 que sur 2019, mais sauf qu'ils auront eu 3 ou 4 réunions de plus. Et ça me semble avoir été un comportement, surtout dans les petites sociétés, un comportement dont j'ai entendu parler très fréquemment. Les moments où on en entend parler, c'est au moment des assemblées générales, quand ils expliquent ce qu'ils ont fait, ou alors au moment des résultats semestriels. Il y en a beaucoup qui ont dit que pendant la crise, la direction générale et le conseil s'étaient serré les coudes, s'étaient vus très très souvent, et que pour autant les administrateurs ne seraient pas davantage rémunérés. Donc c'est une autre façon de donner de ce qu'on appelait avant les jetons de présence, de renoncer à des jetons de présence. Tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement ce qui s'est passé. Et sur la baisse au niveau annuel, sur les tout petits, je vous dis inférieur à 10 000 euros par an, inférieur à 10 000 euros par an, je vous parle en net, ça n'a pas été, enfin, à ma connaissance, ce que j'ai regardé, moi je suis plutôt sur les valeurs moyennes, ça n'a pas été envisagé, bien que c'est un sujet qui est sur les dividendes et sur la rémunération des dirigeants et le maintien des salariés, c'était un point effectivement où on s'est beaucoup réunis. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que un des indicateurs qu'on va suivre, nous, dans tous les chiffres qu'on triture, on suit, on épluche ce qu'on appelle maintenant les DEU, les documents d'enregistrement universel, et on regarde le nombre de réunions du Conseil. Et je pense que dans les DEU qu'on va regarder au printemps prochain, on s'attend à avoir beaucoup plus de réunions du Conseil qu'en 2019, et pour autant des rémunérations d'administrateurs qui n'auront pas bougé, voire pour certaines baissé. Mais je vous donne rendez-vous là-dessus, je vous donne rendez-vous fin juin, début juillet.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, Jean-Pierre de Soulan, je voulais poser une question, mais soit, Jean-Pierre, vous n'arrivez pas à activer votre micro. Je vois que vous voulez poser une question, mais je ne sais pas comment... Ah voilà, vous l'avez posé en chat. S'il y avait des comités de parties prenantes, on aurait un prorata de l'effort de chacune. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous voulez dire, Jean-Pierre, qu'il faudrait que si on a des comités de parties prenantes, je ne sais pas si les comités de parties prenantes, il y en a. Certaines sociétés en ont, mais est-ce qu'ils captent des statistiques de ce type-là et surtout est-ce qu'ils les rendent publiques? Je ne sais pas. Personnellement, j'en ai pas vu. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Mais écoutez, à ce moment-là, si on n'a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est d'en rester là, de vous remercier les uns les autres d'être venus ce matin pour partager nos observations sur ce sujet. On vous donne rendez-vous lundi prochain. On va publier l'ensemble de nos statistiques là-dessus dans l'hebdo des âgés de lundi prochain. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à revenir vers nous, pardon. Le replay sera disponible sur notre site également. Et puis voilà, j'espère que chacun de nous, chacun de vous, on pourra passer Noël avec nos proches et continuer à rester très prudent avec la situation sanitaire et à prendre soin de vous. Bonne journée, bonne semaine et bonne fin d'année. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.